1871, Henry Morton Stanley retrouve au bord du lac Tanganyika à Ujiji le missionnaire anglais Livingstone. Cette date devait marquer le début de la pénétration blanche au cœur de l'Afrique. C'est ainsi qu'apparut à Stanley ce magnifique lac Tanganyika. Dans ce coin de Congo, qu'est le parc national Albert, on a conservé intacte cette nature sauvage aux montagnes recouvertes de neige équatoriale. Dans des plaines immenses, vivent en toute liberté ce que la faune terrestre a de plus représentatif. Hippopotames, buffles, antilopes, zèbres, crocodiles, éléphants et lions. Pays de contraste où le feu et l'eau se manifestent dans toute leur sauvage beauté. Feu de brousse dans l'Ituri. Les chutes de Zongo dans le Bas-Congo. Pays de contrastes encore où nous trouvons mélangés les types de races humaines les plus divers. Les pygmées des forêts de l'Ituri. Les babiras, où se rencontrent encore de nos jours des femmes à plateau. Les fiers Watutsi qui peuplent les territoires du Rwanda et de l'Urundi. À Stanleyville, les hardis et robustes pêcheurs Wagenia continuent à apporter à la cité moderne le pittoresque de leur pêcherie. C'est ici que le Lualaba prend le nom de Congo. Ce fleuve puissant qui permit à Stanley de pénétrer au cœur du pays devait devenir l'artère principale qui permit aux Belges de mettre en valeur ce territoire grand comme 80 fois la Belgique. Congo d'hier et d'aujourd'hui, au rythme lent des pirogues, s'est substitué celui des vedettes rapides et des navires sillonnant le fleuve. Boma, première capitale du Congo, reçoit régulièrement la visite de navires venus chercher leur cargaison de bananes ou de bois du Mayombe. Matadi, porte du Congo, dont les installations modernes peuvent accueillir en même temps 11 navires de haute mer. Léopoldville et ses installations portuaires
point de départ de 11 400 km de voies navigables, dont les ramifications pénètrent jusqu'aux coins les plus reculés de la forêt équatoriale. Bateau du Mississippi, dans une atmosphère encore baignée par l'esprit de découverte des pionniers du Congo. Coquilletteville, située exactement sous l'équateur, est un centre important de transit et de répartition du cargo fluvial vers les rivières de l'intérieur du pays. Labourant les eaux, la roue à aube remonte le fleuve qui paresseusement s'étale. Nous arrivons à Stanleyville, distante de Léopoldville, de plus de 1700 km, terminus de la navigabilité sur le fleuve Congo. Un service régulier de bateaux courriers et de barges marchandes met cette ville à 5 jours de la capitale. Le Congo sans chemin de fer ne vaut pas un penny, disait Stanley. Pour contourner les rapides et atteindre les régions inaccessibles par voie d'eau, 5125 km de voies ferrées sont venus compléter l'œuvre généreuse de la nature. Aux locomotives à vapeur ont succédé les diesels électriques. Et finalement, l'électrification, qui actuellement au Katanga, porte sur 340 km. Depuis la piste des caravanes, 138 000 km de route, c'est-à-dire près de 4 fois le tour de la Terre, ont été taillés dans la forêt, se sont accrochés aux montagnes ou se sont déroulés dans les savanes herbeuses. À l'appel des temps héroïques ont succédé les engins modernes qui transformeront progressivement les routes de brousse en autoroutes dignes de rivaliser avec les grandes artères européennes et américaines. Plus de 55 000 véhicules automobiles les sillonnent en tous sens. Dans un pays de grande distance, l'aviation devait nécessairement trouver une place de choix. L'avion transporte régulièrement chaque année entre l'Europe et l'Afrique 60 000 passagers. L'accroissement constant du trafic aérien a nécessité la création de nouveaux aérodromes. Voici en construction un nouveau champ d'aviation à Léopoldville. L'aviation a non seulement permis de relier l'Europe à l'Afrique, mais aussi de joindre entre eux les coins les plus reculés du pays. L'heureuse coordination de tous ces moyens de communication a permis de mettre en valeur les richesses insoupçonnées de cet étonnant pays. Le Katanga, phénomène géologique, a vu naître, grâce à l'exploitation de ses richesses minérales, un complexe industriel extrêmement dynamique. Des pelles électriques arrachent sans arrêt aux mines à ciel ouvert des environs de Kolwezi non seulement un minerai de cuivre très riche,
mais également d'autres métaux rares tels que le cobalt et le manganèse. Les usines d'Elisabethville qui traitent les minerais sulfurés des mines de Kipushi. Coulée de scorie au convertisseur Bessemer. Jadotville et son complexe industriel. C'est ici que sont traités les minerais de cuivre sulfuré, ceux de cobalt ainsi que d'autres métaux rares. L'Union minière du Haut-Katanga occupe à elle seule 21 500 Congolais et 2 000 Européens. Coulée de cuivre. Coulée de cobalt au four électrique. Ce métal est employé pour la fabrication des aciers résistants à très haute température. Chercheur d'or version moderne dans les mines d'or de Kilomoto. Si le sous-sol congolais s'est montré particulièrement généreux, la mise en valeur du sol a, elle, par contre, posé des problèmes inconnus dans nos pays d'Europe occidentale. Dans la vallée de la Ruzizi, une mission d'ingénieurs agronomes a entrepris sur une vaste échelle la lutte contre l'érosion. Des terres appauvries sont remises en valeur et confiées à des paysans congolais que l'on initie aux méthodes nouvelles de culture. Pour mettre celles-ci au point, apporter au pays des variétés de plantes nouvelles et améliorer celles existant déjà, l'Institut national pour l'étude agronomique au Congo a été créé. Des stations de l'INEAC sont actuellement installées dans tout le Congo. Les noix palmistes, le coton, l'arbre à caoutchouc, le riz, les bois précieux et le caféier sont autant d'autres présents de la nature congolaise. En vue d'améliorer l'alimentation du Congolais, on est arrivé par croisement à créer de nouvelles races de bétail. Dans les régions pauvres en gibiers et poissons, la pisciculture est venue apporter ce dont la nature s'était montrée avare. De l'exploitation des richesses naturelles du pays sont nées des industries locales de transformation. Une usine textile d'Albertville occupe notamment près de 1500 Congolais et 60 Européens.
Dans un pays où tout est à bâtir, les cimenteries ont trouvé une place de choix, les installations de Cimental à 75 km au nord d'Albertville. La construction navale en série se fait à l'échelle du pays et d'un fleuve qui se classe au second rang par le volume de ses eaux. Si le pays est pauvre en charbon, il se classe par contre le deuxième du monde après la Russie pour ses réserves de houille blanche. Nos ingénieurs réalisaient rapidement tout le parti qu'ils pouvaient tirer de ces ressources pour vivifier l'économie du pays. À Stanleyville, on construit une centrale qui sera alimentée par les chutes de la Tshopo. En activité depuis 1940, voici la centrale électrique des mines d'or de Kilomoto, aux environs de Bunia. Dans le Katanga, le barrage d'El Commune dresse sa muraille de béton de 75 mètres de haut. Terminée, la centrale produira une énergie électrique égale à la moitié de celle du barrage de Génissia en France. À 32 km en aval, l'Union minière construit un nouveau barrage et la nouvelle centrale Le Marinel, dont la puissance égalera celle du barrage de Génissia. De toutes ces activités et des échanges commerciaux auxquels elles ont donné lieu sont nées des villes prospères. Stanleyville, terminus de la navigation sur le Congo, chef-lieu de province, centre commercial et industriel très important. Bukavu, situé au bord d'un lac enchanteur dans une des plus belles régions du Congo. Uzumbura, chef-lieu du Rwanda-Urundi, occupe la pointe extrême nord du lac Tanganyika. Albertville, la plus ancienne ville du Congo, coquette et riante, s'accroche aux rives du Tanganyika. Elisabethville, cité du cuivre, créée au milieu d'une région jadis presque désertique. Ses bâtiments d'affaires et son climat en font la plus européenne des cités congolaises.
Loulouabour, dernier né des chefs-lieux de province, semble avoir heureusement profité des expériences que les urbanistes ont faites dans les autres cités congolaises. C'est ici que s'est installée l'école centrale de la force publique, où se forment les cadres de l'armée congolaise. Léopoldville, la capitale. Sa situation idéale devait en faire très rapidement le plus grand centre commercial et industriel du Congo. Pour limiter son extension disproportionnée, on a dû se résoudre à substituer à la construction de jolies villas entourées de verdure l'édification de bâtiments à appartements. En moins de 17 ans, sa population noire est passée de 50 000 à 300 000 âmes. Dans ce nouveau Congo qui en moins de 60 ans a dans le domaine technique franchi les 3000 ans qui le séparaient de nous, quelle est la place du Congolais? Comment s'est-il adapté à ce rythme étourdissant qui est devenu celui de notre civilisation mécanisée? Nous le voyons ici, chef de musique, au manche à balai d'un bulldozer, pilote de grue, à la barre d'un bateau, policier réglant la circulation. Sous-chef de gare. Fondé de pouvoir dans une banque, il s'est adapté au rythme nouveau que notre forme de civilisation lui a imprimé. Peut-être est-ce parce que cette évolution extrêmement rapide s'est vue encadrée et guidée par une saine politique sociale, s'attachant non seulement à soigner les corps dans les hôpitaux, les maternités ou les orphelinats, mais cherchant aussi à donner par un enseignement touchant la masse plutôt qu'une élite, les éléments à même de relever immédiatement la condition du Congolais. Actuellement, un réseau de 26 300 écoles primaires, moyennes et professionnelles, ainsi que 2 universités, groupe plus d'1 250 000 Congolais dans des institutions privées de l'État ou des missions. Certes, ici comme ailleurs, beaucoup reste à faire. L'essentiel n'est pas seulement d'apporter aux Congolais une amélioration matérielle, mais aussi de rester attentif à ses aspirations, de nous rapprocher de lui et de le rapprocher de nous, sans pour cela ni l'un ni l'autre abdiquer notre personnalité. Indifférents aux préjugés, les enfants blancs et les enfants noirs se retrouvent sur le même banc d'école. Petit à petit, un nouveau type de Congolais se crée, celui qui ne s'étonne plus de voir l'hélicoptère survoler sa hutte pour y déverser ce DDT bienfaisant. Celui qui, délaissant sa hutte, qui ne manquait certes pas de poésie ni même de fraîcheur, s'installe dans ces cités nouvelles où le confort n'est peut-être pas encore parfait, mais qui marque une nette amélioration par rapport à la condition dans laquelle il se trouvait auparavant. Le Congolais sportif a également fait son apparition. Certes, il connaissait déjà la natation, mais pas en bassin comme il peut la pratiquer actuellement. Mais ce qu'il ne connaissait pas, et pour lequel il a appris à se passionner tout comme nous, c'est le cyclisme et surtout le football.
le stade Baudouin et ses 75 000 spectateurs à Léopoldville, un jour de fête. Un match de football qui réunit en une joute amicale blancs et noirs. Si, comme tout homme, le Congolais a ses défauts, il a aussi ses qualités. Turbulent, il sait aussi être discipliné. C'est à la Belgique qu'il appartient d'harmoniser en une heureuse communauté le patrimoine qu'Européens et Africains apportent à l'édification de ce nouveau Congo.